Qui êtes-vous? Flash Gordon, demi d'ouverture des New York Jets. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, rien de tel qu'un bon petit bain de boue. C'est bon pour la peau. Vous êtes prêts? C'est parti pour Flash Gordon. Alors, Flash Gordon est un film de science-fiction américano-britannique sorti en 1980 et réalisé par Mike Hodges. Le film est l'adaptation du comic strip du même nom sorti durant les années 30, car oui, si le grand public connaît le super-héros de l'univers DC parce qu'ils ont le même nom, Flash Gordon est un peu plus obscur pour la nouvelle génération. Créé par Alex Raymond en 1934, le héros est très vite devenu populaire par ses influences et son univers, notamment Buck Rogers, si bien que seulement quelques années à peine après sa première publication, il titille déjà le cinéma et la télévision. De 1936 à 1940, le personnage aura droit à 3 sériels, en gros un long métrage séquencé sur plusieurs épisodes comme le principe du roman feuilleton, très populaire durant la première moitié du siècle dernier. Servant un petit peu d'entracte avant la séance cinéma aujourd'hui, avant de voir le film, t'as droit à des publicités et des bandes annonces, à l'époque on te mettait ça. Par la suite, le personnage sera passé par différentes boîtes d'édition pour continuer à exister. D'abord pour King Features Syndicate, puis Charlton Comics, DC Comics, Marvel Comics ou encore Harvey Comics pour ne citer que les plus connus. En France, Flash Gordon commencera à apparaître dès 1936 dans le journal Robinson, puis dans le journal de Mickey après la Deuxième Guerre mondiale, mais nommé sous un autre nom, Guy Leclerc. Devant ce succès, le personnage va poursuivre sa marche en avant et marquer de nombreuses générations avec toutes sortes de produits dérivés pour entrer dans l'inconscient collectif. Des séries télé, des séries d'animation, des jeux vidéo, des parodies érotiques, des jouets ou encore des figurines, bref des objets rares qui intéressent beaucoup de collectionneurs. Et à travers tout ça, un film, réalisé par l'anglais Mike Hodges. Né en 1932 à Bristol, il a comme beaucoup de ses confrères britanniques de l'époque commencé à la télévision durant les années 60. Il se lance dans le cinéma au début de la décennie suivante avec 2 polars où il dirige à chaque fois le légendaire Michael Caine. La loi du milieu en 1971, adaptation du roman de Ted Lewis, pur thriller assez violent dans la veine des films noirs américains des années 30 où se mêlent meurtre, corruption et enquête criminelle. Nommé Get Carter en version originale, le film aura droit à un remake en 2000 avec Sylvester Stallone dans le rôle principal, puis Pulp l'année suivante, parodie très fun des romans policiers comprenant de nombreux clins d'œil sur les grands auteurs du genre, notamment Raymond Chandler et Jim Thompson. Fort de ces 2 succès, Hollywood lui ouvre les portes pour œuvrer surtout dans la série B. The Terminal Man en 1974, adaptation du roman de Michael Crichton, le créateur de Westworld et Jurassic Park, mêlant habilement horreur et science-fiction à travers les mauvaises manœuvres scientifiques qui auront des conséquences néfastes sur l'homme, puis The Omen 2 en 1978, suite du film de Richard Donner, narrant l'adolescence de Damien Thorne, présenté comme l'antéchrist et le fils de Satan, possédant divers pouvoirs pour contrôler ses adeptes et accomplir sa destinée maléfique. Une excellente suite, même si le cinéaste a été en conflit avec la Fox durant le tournage, ce qui le conduira à quitter le projet pour être fini par Don Taylor. Par la suite, Mike Hodges alternera avec plus ou moins de succès le cinéma et la télévision, qui même s'il n'a pas une patte reconnaissable dans sa mise en scène, reste un faiseur efficace, rendant hommage au genre qu'il a investi durant sa carrière en y respectant parfaitement les codes narratifs et visuels, notamment le cinéma bis qu'il a toujours apprécié depuis sa jeunesse, quoi de plus normal qu'il soit choisi pour réaliser le film du jour. Et donc, oui, j'ai fait un gros détour comme d'habitude, le producteur mégalo Dino De Laurentiis se dit le Superman de Richard Donner a cartonné. Peut-être qu'adapter les comics sur grand écran peut être une bonne idée financièrement parlant. Il décide d'acheter les droits du personnage de Flash Gordon pour en faire une adaptation pour le cinéma. Il choisit Mike Hodges qui aime le cinéma de genre, qui a grandi avec et qui a déjà tâté de la science-fiction. Il serait donc sur le papier un choix logique pour le mettre en scène. Ainsi sort sur les écrans en 1980 Flash Gordon. L'histoire Flash Gordon, jeune star du football américain des New York Jets, se retrouve avec la journaliste Dale Arden dans le laboratoire du docteur Hans Zarkov. Les 3 sont envoyés accidentellement sur la planète Mongo où règne le tyran intergalactique, l'empereur Ming. Ce dernier voulant faire de Dale sa concubine, Flash essaye de s'y opposer à cette union, mais de fait, il se fait arrêter et exécuter. Cependant, il ressuscite grâce à la fille de l'empereur, la princesse Aura, pas insensible au charme du terrien, et va essayer de nouer des alliances pour battre Ming et restaurer la paix dans l'univers. Défiant toute logique cinématographique pour la nouvelle génération habituée aux gros blockbusters pétés de thunes disposant de gros VFX pour faire avaler la pilule, Flash Gordon fait figure d'ovni même à sa sortie alors que la Guerre des Étoiles sortie quelques années auparavant et dont George Lucas a toujours revendiqué l'influence du comics pour la création de son univers,
avait déjà fait passer un cap dans le space opéra. Flash Gordon paraît presque obsolète par son histoire où il faut avoir moins de 12 ans pour la prendre au sérieux, et encore, ses décors et costumes ultra cheap et kitsch, sans oublier ses effets spéciaux qui feraient saigner des yeux un habitué des productions Marvel actuelles. Mais si on a été marqué par les années 80 et qu'on aime l'aspect nanardesque totalement assumé, ben Flash Gordon reste une expérience plaisante où on rit du film par ses choix artistiques souvent douteux, mais d'un côté, on s'en fiche parce que c'est ce qui donne à cette œuvre unique sa singularité. Flash, quoi qu'il soit, ils ont un haut degré de développement. Je suis sûr que nous trouverons moyen de nous entendre. Je suis pas si sûr que vous. Qui aujourd'hui aurait les coronesses assez énormes pour produire une grosse production sur l'univers de Flash Gordon? Personne. Avec cette envie de tout le temps se prendre au sérieux et d'avoir le mot réalisme à la bouche, le personnage n'aurait plus sa place dans le monde actuel. Car certains en trouvent que c'en est un, et je suis assez d'accord, le nanar appartient à une génération de cinéphiles qui a été bercée par cette période dorée des années 80 avec l'avènement de la VHS, qui donnait la possibilité de regarder des petites perles qu'on ne pouvait pas voir auparavant et où on se permettait de regarder tout et n'importe quoi par simple plaisir cinématographique. Tu n'as pas réussi à m'asseoir. Rentre. Cette époque est révolue et je dois avouer que ça me rend triste parce qu'en termes d'adaptation, Flash Gordon vient d'un autre monde avec son ton involontairement innocent et absurde, mais qui reste cohérent dans son propre univers et ses propres règles. Un monde où le mal vient d'ailleurs et où notre humanité permet d'affronter la plus terrible des menaces sans avoir besoin de super pouvoirs. Une histoire et une esthétique purement comics dont il faut être fan pour accepter le délire sans oublier son casting tout aussi improbable. Le 4e James Bond, Timothy Dalton en Prince Barry prêt à tout pour conquérir le cœur de la princesse Aura, Melody Anderson en copine du héros, Ornella Muti en princesse Aura, véritable nympho qui use de ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut. Et pas de fausse pudeur, je ne regarderai pas. Vous me plaisez infiniment. Et surtout le grand Max von Sydow en empereur Ming qui cachetonne à fond dans le rôle du méchant de service. D'ailleurs, ce choix et toutes les mères de whitewashing, ça passerait plus aujourd'hui. Certes, c'est un extraterrestre, mais il a quand même le look d'un asiatique. Moi, ça me dérange pas parce que l'acteur est génial, mais je mets en parallèle Christopher Lee qui jouait Fu Manchu durant les années 60 si je me souviens bien. À l'époque, on trouvait ça normal parce que c'était une top star. Aujourd'hui, on dirait que c'est raciste. Quant à Sam Jones, ok, il s'en sort pas trop mal dans le rôle principal, mais on voit que ses talents d'acteur sont assez limités. Après, le personnage a servi d'inspiration pour tellement de héros qu'il en est devenu une caricature au fil des années. Alors finalement, on pardonne. Renforçant encore plus le côté nanar de l'œuvre. Techniquement, si l'univers est assez impressionnant niveau décor et costumes, on peut pas en dire autant des FX où les incrustations sont ultra visibles. Je rappelle, le budget a été d'un peu plus de 25 millions de dollars, soit l'équivalent presque de l'Empire contre-attaque sorti la même année. Chez l'un, c'est magnifique encore maintenant, chez l'autre, ça pique les yeux quand même. Mais comme j'ai dit précédemment, ça se joue sur l'état d'esprit. Si t'aimes le space opéra old school, les dialogues débiles, le jeu d'acteurs approximatif et le côté super-héros typique de l'esprit des comics, le film, il est génial, car malgré tous les reproches, il n'est pas désagréable à regarder. Au contraire. C'est rythmé, c'est un mix d'influences que tout geek fan de pop culture pourra s'amuser à trouver. La direction artistique reste bluffante par moments et l'univers reste fidèle à l'œuvre d'origine. Certes, niveau réalisation, on ne sent pas la patte de Mike Hodges comparé à ses précédents films, mais il a voulu retranscrire les codes propres au genre avec une vraie sincérité visuelle. Et puis gros plus, il y a la musique de Queen. La magie opère toujours, l'ambiance bon enfant qui se dégage reste intacte et on assiste à une succession de scènes cultes à la fois drôles et épiques, totalement ancrées dans la culture américaine. La scène où Flash affronte les sbires de Ming avec un ballon de foot américain, les scènes d'infiltration, les femmes en tenue légère, le savant fou, le combat entre Flash et le prince Barine pour montrer qui c'est qui a la plus grosse alors que de toute façon c'est moi qui l'a, jusqu'à la victoire finale et la fête avec un message de remerciement à travers le ciel. Mais c'est mignon. Flash Gordon se résume comme un comics qu'on lit tranquille dans son lit ou au travail pendant ses heures de pause, étant l'apothéose de ce pic artistique entre le vieux et le moderne. Et le lien de parenté avec Queen n'est pas anodin. Le groupe de Freddie Mercury revendiquait la gloire du rock et Flash Gordon relevait d'une libération charnière de l'âge d'or du comic book
ainsi qu'un retour à un cinéma coloré et flashy des 80s. Sachant que le scénariste n'est autre que Lorenzo Semple Jr., la tête pensante des séries Batman et Le Frelon Vert, sortis durant les années 60. Comme quoi tout est lié. Ses costumes en plastique, ses vaisseaux guimauves de simplicité, ses créatures assez originales niveau design ou encore des armes ultra perfectionnées, t'as vu. Bref, un vrai amour de la science-fiction en ressort, quitte à se moquer de son incrédulité et de cet homme sans capacité surhumaine, mais américain, et ça suffit pour devenir une icône. Quand tu vois comment le film Ted lui rend hommage, on se rend compte que Flash Gordon est certes très inégal, mais a réussi son pari pour remporter l'adhésion du public au fil des années. What's your name? I'm John. My name of one Ming. Ming? You pay me any dollar for war. This bullshit. This all bullshit. Death to Ming! Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Flash Gordon, vu le chaos ambiant tout le long du métrage, ne doit pas s'expliquer. Il doit se déguster tranquille pour profiter de cet ovni cinématographique comme on n'en voit plus aujourd'hui. À trop vouloir se prendre au sérieux, le cinéma a perdu par moments sa raison d'être sur la créativité, l'imaginaire qui a engendré les mythes cinématographiques et qui ont façonné notre passion pour le 7e art, par des histoires fantastiques qui nous ont fait rêver durant notre jeunesse et qu'on voit de moins en moins aujourd'hui. Flash Gordon naît de cette volonté de nous dire « Mec, t'es dans un comics là, donc saoule pas avec ta cohérence, éclate-toi, marre-toi, profite du spectacle. » C'est invraisemblable, mal joué mais plutôt bien filmé pour que la mise en scène arrive à mettre en valeur le projet démentiel qui était le film à sa sortie, et clairement on va pas se le cacher, on n'est pas prêt de revoir ce type d'œuvre sur nos écrans. Un nanar par excellence qui se bonifie avec l'âge si la nostalgie nous parle. Flash Gordon est un film culte à découvrir d'urgence. Où tu iras, je te suivrai. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Flash Gordon, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si t'as envie de te marrer devant un nanar fun et débile avec un pack de binous et ta copine Marie-Jeanne, celui-là est fait pour toi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.